Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce webinaire consacré au marché de l'électricité et du gaz de ce jeudi 25 janvier. Je suis Shamseddine Aboura et je fais partie de l'équipe commerciale Grand Compte chez Gaza Énergie. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toutes les équipes de Gaza Énergie, de vous souhaiter nos meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année. Nous espérons qu'elle vous soit à tous favorable, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel. Et bien sûr, car je ne peux pas m'empêcher de faire cette blague, qu'elle soit pleine d'énergie et sans pression. Comme ça, c'est fait. Donc pour ceux qui étaient présents, notre dernier webinaire datait de la fin de l'été dernier, en septembre. Si vous vous souvenez, nous nous étions quittés dans un contexte plutôt animé sur les marchés de l'énergie. Du côté du pétrole, les prix avaient monté tout au long de l'été, du fait de la restriction de l'offre organisée par l'Arabie Saoudite et la Russie, qui profitaient à l'époque de la croissance très forte aux États-Unis et des importations massives de la Chine qui soutenaient la demande. Du côté du gaz, même si les stocks de gaz européens semblaient suffisants pour passer l'hiver, l'Australie avait été touchée pendant l'été par des vagues de grève dans ses installations gazières, ce qui avait provoqué à l'époque des inquiétudes autour des exportations de gaz liquéfié. Du côté du CO2, on avait passé un semestre à osciller entre 80 et 100 euros de la tonne au rythme de la spéculation habituelle liée aux différents dispositifs réglementaires, mais quand même sur un fond de consommation industrielle qui était déjà assez morose à l'époque. Enfin, concernant l'électricité, nous avions vécu une première partie d'année 2023 qui était assez volatile, avec des inquiétudes régulières et devenues malheureusement habituelles au sujet des corrosions sur le parc nucléaire français. Et puis pendant l'été, les prix de l'électricité avaient été soutenus par les températures chaudes et un vent faible, puis par la montée des prix du gaz liée aux grèves en Australie. Alors maintenant que l'automne est passé et que l'hiver a commencé depuis plusieurs semaines, où en sommes-nous? Alors pour répondre à cette question, je serai accompagné par Iman Amar et Alice Mireur, deux de mes collègues expertes dans les marchés de l'électricité et du gaz, qui nous exposeront la situation à date ainsi que les perspectives qu'on pourra attendre pour cette année 2024. Enfin, à l'issue de ce tour d'horizon sur les marchés du gaz et de l'électricité, nous aurons le plaisir d'avoir une intervention faite par la responsable du pôle efficacité énergétique, Manon Nguyen, qui concernera les mécanismes des certificats d'économie d'énergie. En effet, pour réduire les factures d'énergie, en plus de jouer sur le prix des commodités, il y a bien entendu des optimisations possibles via le mécanisme des C2E. Alors ce webinaire durera à peu près 1 heure et tout au long de ce webinaire, vous aurez bien entendu la possibilité de nous poser des questions sur le chat et nous aurons l'occasion d'y répondre à la fin de cette session. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de commencer par les marchés du gaz en cédant la parole à Iman Amar. Merci beaucoup Shamseddine pour ton introduction. Je suis Iman Amar et je fais partie de l'équipe pricing et gestion de portefeuille. Donc en effet, nous allons commencer par la partie marché gaz. Donc donnons d'abord le contexte économique. Comme nous l'avons rappelé au dernier webinaire, la demande structurelle du gaz naturel est en baisse en Europe depuis quelques années. Lors de la dernière COP28 qui a eu lieu aux Émirats arabes unis il y a un peu plus d'1 mois, les pays participants ont voté une sortie progressive des énergies fossiles afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc cela nous suggère déjà et très fortement que la tendance devrait persister sur la baisse de demande de gaz, donc sur les. Donc on a déjà notre premier indice de la tendance baissière des marchés européens du gaz que nous allons voir par la suite de cette présentation. Donc, d'un autre côté, on a eu un début d'hiver assez clément en termes de température par rapport aux températures normales de saison, et ensuite un début d'année 2024 marqué par la chute des températures. Donc, on a constaté une augmentation de la demande, particulièrement dans le secteur résidentiel, qui est donc plus thermosensible si on le compare au secteur de l'industrie. Et donc, déjà, cette situation nous rappelle que malgré ce contexte de baisse globale donc sur la demande de gaz naturel en Europe, on remarque qu'en cette période hivernale, celle-ci reste importante. Concernant le stockage, la courbe que vous voyez
présente les niveaux de remplissage des stockages européens entre 2019 et 2023. Nous avons commencé l'hiver avec déjà un niveau de stockage très satisfaisant. Donc, dès avril, comme vous pouvez le voir, on a commencé à injecter en force dans les stockages jusqu'à atteindre un niveau élevé qui représente un niveau de maximum, un nouveau maximum historique. Pardon. Donc, cela, il est en accord avec le phénomène de Contango qui incitait à remplir les stockages en masse à ce moment-là parce qu'il était économiquement intéressant de le faire. Et ensuite, donc, une fois ce niveau élevé des stocks atteint, on a commencé à soutirer pour répondre aux demandes de consommation de gaz qui étaient de plus en plus élevées. Donc, malgré ce soutirage, nous avons fini l'année avec environ 85% des stocks européens remplis au 31 décembre 2023, ce qui est encore une fois un niveau historiquement élevé. Concernant d'autres fondamentaux, la Norvège est devenue premier fournisseur d'Europe par gazoduc. Les maintenances réalisées cet été voilà pas sur la courbe de gauche, donc ont eu un effet ou un impact assez limité dans le temps sur les prix de marché. Lors du dernier webinaire, mon collègue Emilio avait expliqué l'impact de ces prolongations des maintenances et on avait commencé à prévoir un retour vers la normale en fin d'année et c'est en effet ce qu'on constate aujourd'hui, donc au vu de cette courbe, donc, avec un niveau d'importation norvégienne soutenu qui devrait durer, évidemment hors le cas de problèmes non anticipés. Et donc, cette situation contribue de façon majeure à maintenir la stabilité du marché du gaz naturel en France. Ensuite, le deuxième élément qui contribue également à cette stabilité de marché, malgré les enjeux de la période hivernale, est le gaz naturel liquéfié, GNL, ou en anglais LNG. Donc, les importations viennent principalement d'Amérique. Elles sont aujourd'hui suffisamment importantes pour approvisionner l'Europe, mais retenons quand même que le risque d'une situation de compétition sur le GNL reste importante avec le marché asiatique qui a connu une hausse des prix de gaz en fin d'année 2023. Donc maintenant, nous allons parler des prix justement. Nous avons commencé l'année. Est-ce que ma slide est passée? Est-ce que vous voyez les prix? OK, on me dit que tout va bien, très bien. Donc, on a commencé l'année post-crise avec des prix assez hauts. On a rapidement commencé à constater une tendance baissière des prix spot jusqu'en juin 2023. Un premier indice que le marché commençait à être en quête de sérénité à mesure que les impacts de la crise semblaient s'estomper. Donc ensuite, et pour rappel, l'été a été marqué par des variations de prix liées à des maintenances en Norvège, donc en début d'été, comme on le voit sur la courbe, suivi un peu plus tard par les grèves en Australie. Et ensuite, encore une fois, les prix ont également connu une hausse en octobre 2023 avant de commencer à baisser progressivement en fin d'année. Maintenant, si on se concentre sur le dernier trimestre de 2023, à la suite des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, on a vu, donc, comme je l'ai mentionné, ce nouvel épisode en octobre de hausse de prix du gaz, avec un prix spot, comme vous pouvez le voir, au-delà de 50 €. Mais on a également vu un impact sur le prix CAL 24 ou encore le premier trimestre 2024. Et à partir de mi-novembre ou fin novembre, les prix ont commencé à baisser progressivement. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation certes marquée par une abondance de l'offre, plus un effet crise qui s'estompe. On constate d'ailleurs que beaucoup de clients commencent à se couvrir de plus en plus, y compris sur des échéances plus longues, comme les prix futurs baissent, donc ce qui incite à se couvrir.
Donc, ce contexte de marché moins tendu est rassurant, mais on voit bien que le marché reste très sensible aux différents imprévus. On ne sait pas jusqu'à quand cette situation de confort, grâce aux fondamentaux solides qu'on a déjà présentés, donc on ne sait pas jusqu'à quand cette situation pourrait durer. Donc, les événements géopolitiques, comme mentionné, les tensions au Moyen-Orient, ou encore plus récemment les attaques des navires en mer Rouge, peuvent créer de la volatilité sur le marché, ce qui pourrait engendrer une hausse de prix dans le futur, car, encore une fois, on n'est pas à l'abri de nouvelles fluctuations. Très bien. Donc, de ce qu'on comprend, l'année dernière, on a pu progressivement, si je puis dire, relâcher la pression sur le marché du gaz, mais ça reste quand même il faut être relativement prudent. Et du coup, à court terme, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les marchés du gaz en termes de prix? Puisque je pense que c'est une problématique qui est commune à beaucoup de personnes qui nous écoutent actuellement. Alors, en 2024, il faudrait avoir plusieurs points de vigilance. Donc, d'un côté, on a la demande. Donc, tout d'abord, l'effet météo et l'activité économique qui ont un impact important sur la demande de gaz. On s'attend à une économie au ralenti au premier semestre. Donc, a priori, des prix stables, sauf en cas d'événements géopolitiques. Puis, une possible amélioration économique au second semestre, donc risque de rebond des prix. Et donc, du côté de l'offre de gaz, je pense qu'on va devoir être très attentif aux importations du gaz naturel liquéfié américain, puisque l'activité économique reprend en Chine. Cela pourrait inciter les Américains à plutôt envoyer leur GNL en Asie, qui serait prêt à payer plus cher que l'Europe. Et puis, toujours du côté des Américains, l'année 2024 est cruciale en Amérique et un peu dans le monde entier, puisque en fin d'année auront lieu les présidentielles américaines. Donc, si une victoire de Trump est pressentie, cela pourrait inciter certains opérateurs à se couvrir à l'avance. Donc, en effet, Donald Trump est plutôt connu pour mener une politique protectionniste. Donc, il serait a priori moins disposé à exporter du gaz vers l'Europe et vers l'Asie. Enfin, en plus donc de ces événements marquants de l'année 2024, nous avons les habituelles inquiétudes sur les maintenances en Norvège, ainsi que les crises géopolitiques qui, par définition, sont imprévisibles. Merci, Iman. Bon, on comprend que le marché du gaz, ça reste un marché qui n'est pas du tout national et qu'on est extrêmement sensible à tout ce qui peut se passer dans le monde. Alors maintenant, on va s'intéresser au marché électricité avec Alice Mirreur qui va un petit peu nous faire un petit tour d'horizon. Alors bonjour, Alice Mirreur, je suis au pricing et à la gestion de portefeuille chez Gazelle et je travaille avec Iman. Sur le marché de l'électricité, on va essayer donc d'aborder les différentes notions. On va aborder les différentes notions, excusez-moi. On va aborder les différentes notions, donc les différents indicateurs économiques du marché, où il y a peut-être des acheteurs, peut-être des acteurs de marché qui auraient besoin de savoir s'il est temps d'acheter, s'il est temps de vendre. On va essayer un petit peu de faire une rétrospective sur 2023, un focus sur le quatrième quarter et également, on va essayer de discuter les différents événements économiques pour 2024. Alors l'année 2023 a été, on pourrait penser que l'année 2023 c'est un retour à la stabilité, un retour à la normale, après avoir essuyé la crise du Covid, la crise en Russie et en Ukraine, ainsi que la bulle spéculative sur le CO2. 2023 pourrait marquer ce retour à un marché beaucoup plus stable, avec une tendance qui est baissière depuis le troisième quarter. Il ne faut quand même pas oublier que les deux premiers quarters étaient quand même drivés par beaucoup de volatilité. On a beaucoup de spikes de prix. Sur le premier quarter, on a une tendance qui est baissière, principalement soutenue par des températures qui sont très clémentes. Comme l'a dit Iman, des niveaux de stock de gaz qui étaient très élevés, très confortables et un import de GNL massif.
mais cette tendance baissière s'est retournée sur le deuxième quarter avec beaucoup de volatilité et beaucoup d'instabilité sur les prix. C'est principalement lié au productible puisque la demande était complètement drivée par les capacités de production. Donc on reste sur un marché qui est sensible et qui est très instable. En Q3 et en Q4, on a vraiment une forte baisse des prix avec beaucoup plus de stabilité. Et on pourrait interpréter cette tendance baissière par l'introduction massive des énergies renouvelables sur le marché. En 2022, il y a eu beaucoup de signatures pour des panneaux photovoltaïques, pour des parcs de production solaire, avec une introduction massive des ENR dans la production française. Et on voit un petit peu les prémices, on voit enfin l'introduction de ces ENR sur le marché. C'est vraiment Q3, Q4 qui font écho. Cette stabilité des prix est soutenue par des températures qui sont très douces, très clémentes. On le verra pour le Q4, on avait des températures qui étaient bien au-dessus de la moyenne. Et donc, on peut d'ailleurs passer à la slide suivante pour parler un petit peu du quatrième quarter en détail. Alors, sur le quatrième quarter, ces températures, on les voit sur décembre 2024. On a des températures qui sont en moyenne 5 degrés supérieures. Donc, on a une diminution de la consommation sur cette période avec un marché qui est détendu, qui a beaucoup moins de... un marché qui est beaucoup plus détendu, excusez-moi. Et on a également une production éolienne qui est très importante. Une production éolienne qui est très importante, puisque en novembre et en décembre, on aperçoit un niveau de productible éolien qui est record. La production éolienne représente 20% du mix énergétique français, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. On a des niveaux de production qui sont bien supérieurs à 2022. Et également, on a une production du nucléaire qui est très confortable, puisque l'on observe qu'on a un retour à la normale sur le productible nucléaire, des niveaux qui sont bien supérieurs à 2022, qui rejoignent le niveau du premier quarter 2023. Et donc, on pourrait s'attendre comme ça à une situation très confortable. Très bien. Bon, du coup, les fondamentaux ont l'air plutôt favorables sur le marché de l'électricité. On va dire que l'année a bien débuté. Alors, même question que pour Iman. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur l'année 2024? Est-ce qu'il y a des choses qu'il va falloir est-ce qu'il va falloir faire preuve d'une certaine prudence à l'égard de certains nombres d'événements? Alors, avec un marché comme celui-ci, en tant qu'acheteur, on pourrait avoir tendance à s'endormir un petit peu. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des indicateurs macroéconomiques qui restent alarmants et qui continuent de témoigner d'une certaine instabilité pour le marché de l'électricité. On peut, en termes d'indicateurs baissiers, parler bien sûr des températures qui devraient être potentiellement plus douces en février et en mars. On vient d'essuyer une vague de froid. Normalement, les températures devraient réaugmenter. On devrait également avoir la mise en service de la tranche Flamanville, finalement. Donc, encore décalée en 2023, elle devrait prendre service en mai ou en avril 2024, avec un premier chargement de combustible qui a été prévu pour mars 2024. Donc, on commence enfin peut-être à voir le bout pour la mise en service de Flamanville, qui, on rappelle, une tranche de 1600 MW. Donc ça détend quand même pas mal les acteurs de marché sur la capacité de rencontrer la demande électrique à l'horizon 2024. Et on a également un petit peu plus de stabilité pour le marché du CO2, puisque la mise en conforme a été décalée pour mars 2023 grâce au Fit for 55, pardon. Et donc, on devrait avoir un petit peu plus de stabilité sur le marché du CO2 pour ce premier quarter. Par contre, on a quand même beaucoup d'indicateurs macroéconomiques qui continuent de mettre en avant de l'instabilité. Le premier, c'est bien sûr les conflits géopolitiques. Iman en a parlé. On a encore beaucoup de conflits en Russie et en Ukraine, puisque pas plus tard que le week-end dernier, il y a eu des frappes ukrainiennes sur un réserve de pétrole pour une centrale dans l'ouest de la Russie. Et hier, il y a eu des revendications de frappe contre un complexe pétrolier dans le sud de la Russie.
Donc on voit que les frappes continuent. Il y a également eu un avion russe qui a été détourné peu plus tard que ce matin. Donc bref, on reste quand même on reste quand même sur des situations qui sont peu stables au niveau géopolitique. On a également parlé du Moyen-Orient, on peut encore en parler, hein, on peut en parler davantage avec le conflit israélo-palestinien qui continue de faire rage, également les frappes, donc Iman en a parlé, dans la mer Rouge avec les Houthis qui ont revendiqué des frappes contre des pétroliers américains. On reste quand même sur une certaine instabilité et beaucoup de craintes quant à l'avenir géopolitique. On a également vu en janvier, on a effacé une vague de froid. Alors, bien que les températures pour février et pour mars devraient être plus clémentes, on n'est pas à l'abri d'avoir une semaine de vague de froid ou 2 semaines qui, puisque les Français sont très thermosensibles, pourraient avoir un impact important sur la demande et tendre les marchés. Un indicateur économique que j'aime bien suivre et qui est assez important, c'est la situation de la Chine. Et la situation de la Chine en ce moment n'est pas forcément au beau fixe. On a en 2023 une croissance économique qui est de 5,2%. Alors, soit ça rentre dans les estimations de la finance, mais on est quand même sur le niveau de croissance économique chinoise la plus faible de l'histoire hors Covid. Et cette croissance économique chinoise est principalement maintenue par la demande publique. Donc, l'indicateur des ventes au détail, qui est l'indicateur primordial lorsqu'on suit la santé de ce pays, il a diminué de 10 à 7% en décembre. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la situation économique de la Chine ne s'améliore pas tout de suite et que la demande ne soit pas très importante. Donc, on a cet indicateur avec une potentielle crise, avec également des indicateurs économiques en Europe qui ne sont pas non plus très engageants. Donc, on reste sur beaucoup d'instabilité et beaucoup d'inquiétude face à l'évolution. Et finalement, le dernier indicateur, eh bien, c'est la réglementation. On le sait, on est dans un marché qui est en constante évolution, qui est en constante reconstruction. On va devoir faire face à l'après-arène et on est constamment bercé par les différentes réglementations et les différentes délibérations, notamment une délibération qui a été définie ce week-end sur l'augmentation des tarifs de règlement de vente d'électricité. Donc, on n'est pas à l'abri que les évolutions réglementaires impactent le marché à la hausse ou à la baisse. En tout cas, il y a de la volatilité à prévoir, ça c'est certain. Très bien, merci pour toutes ces informations, Alice. Donc, de ce qu'on comprend, aussi bien sur les marchés du gaz que sur l'électricité, il faut rester prudent parce que même si la tension a un petit peu baissé, on a quand même pas mal de choses qui pourraient encore impacter, notamment le nucléaire, hein, parce que c'est régulier que le nucléaire, on pense que ça se passe bien, et puis on a des maintenances imprévues et puis des corrosions qui sortent un peu de partout. Donc voilà, donc nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il faut disposer d'un contrat sur 25, 26, voire 27, pour pouvoir prendre dès à présent, si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs, des positions pour les années futures. En effet, le marché il reste encore très volatile et ces 2 dernières années l'ont montré. Et ça permet, lorsqu'on a un contrat, d'accentuer la couverture si jamais les fondamentaux venaient à se détériorer dans les semaines à venir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il peut paraître pas forcément urgent d'avoir un contrat parce que les prix ont l'air de se maintenir à des niveaux relativement constants et raisonnables. Mais si jamais ça venait, si le marché venait à se retourner, ça permet de dégainer assez rapidement et en plus de prendre des couvertures, d'accentuer encore la couverture pour éviter des vagues haussières comme on a pu les observer ces derniers mois. Voilà. Alors, il est clair que le potentiel de baisse, il existe, mais on est clairement actuellement plus proche des plus bas historiques que des plus hauts qu'on a observés ces 2 dernières années. Donc, en cas de nouvelle crise géopolitique majeure, ou s'il y a des nouvelles défaillances sur le parc nucléaire français, par exemple, le potentiel de hausse, il reste clairement très élevé et même bien plus élevé que le potentiel de baisse. Donc voilà, on en a fini, en tout cas avant les questions, sur les marchés du gaz et de l'électricité. Alors, comme on le disait en introduction de ce webinaire, pour optimiser ses dépenses énergétiques, on peut bien entendu agir sur les prises de position en électricité et en gaz.
Mais il existe aussi d'autres leviers, et le mécanisme des certificats d'économie d'énergie en fait partie. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ces opportunités, je vous propose d'échanger avec Manon Nguyen, responsable du pôle efficacité énergétique. Alors Manon, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter de manière synthétique le dispositif des certificats d'économie d'énergie pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers? Oui. Donc déjà, bonjour à tous. Je suis Manon Nguyen et je m'occupe des services énergétiques chez Gazelle Énergie. Concernant une présentation brève du dispositif, c'est un dispositif qui sert à promouvoir l'efficacité énergétique auprès de tous les consommateurs d'énergie en les aidant financièrement dans l'acquisition de matériel ou de technologies moins énergivores. Donc le certificat d'économie d'énergie, c'est une façon de matérialiser cette énergie non consommée grâce à ce nouvel équipement par exemple. Donc c'est le principal instrument de la politique de maîtrise de la demande énergétique en France. Et chaque année, ça représente plusieurs milliards d'euros de primes versées aux consommateurs d'énergie. Très bien, merci pour cette explication. Alors du coup, dans quelle mesure Gazelle Énergie est-elle capable d'accompagner ses clients dans ce mécanisme? Alors, chez Gazelle Énergie, on a un service interne C2E qui nous permet d'accompagner, de proposer à nos clients ces primes C2E pour le financement de leurs travaux d'efficacité énergétique. Donc, c'est une offre complémentaire à la fourniture d'énergie qui intéresse nos clients sur plusieurs aspects, économiques bien évidemment, mais aussi écologiques, puisque ça peut s'inscrire de manière plus globale dans les politiques RSE. Très bien. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de ces primes? Alors, concrètement, il existe deux méthodes. La première, on appelle ça les opérations standardisées. Il s'agit en fait de référencer des travaux avec des conditions d'éligibilité à respecter. Elles sont référencées dans des fiches, donc on appelle ça les fiches d'opérations standardisées. Ces économies d'énergie qui découlent de ces travaux sont établies grâce à des standards marchés. Donc c'est toujours la méthode qu'on privilégie, puisque c'est une méthode simplifiée et donc plus rapide. Dans un second temps, on a la méthode des opérations spécifiques. Donc, on l'utilise quand les travaux ne sont pas référencés dans les opérations standardisées ou dans un cas qui peut être utile aux industriels lorsque les travaux qui sont prévus impactent les émissions de gaz à effet de serre pour les installations soumises à quota UE ETS. Donc, c'est une méthode qui sera plus longue et plus lourde, mais avec laquelle on démontre les économies d'énergie au réel. D'accord. Et parmi ces opérations standardisées que tu évoques, est-ce que tu aurais des exemples d'opérations qui auraient pu concerner certains de nos clients? Alors oui, absolument. Normalement, je pense qu'elles sont... Il y a une slide spécifique à l'écran. Alors, vous avez sur la partie gauche du tableau le top des opérations d'économie d'énergie qui ont généré le plus de volume en 2024, donc c'est des opérations engagées. Donc vous avez pas mal d'exemples, de l'isolation, beaucoup de choses qui tournent autour de la récupération de chaleur, beaucoup de choses qui tournent autour des moteurs, des systèmes autorégulés, etc. Vous avez aussi des opérations récurrentes, donc des opérations qui ne sont pas forcément dans le top, mais par contre qu'on retrouve très régulièrement dans le domaine de l'industrie, avec des opérations qui concernent l'air comprimé, les moteurs asynchrones, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, ce qui garantit le succès d'une opération, c'est un bon taux de couverture du coût des travaux par la prime C2E. D'accord. Donc, on comprend que les opérations possibles sont déjà très nombreuses, mais est-ce qu'il y a de nouvelles opérations spécifiques ou standardisées qui pourraient être envisagées par les industriels en 2024? Oui, on peut considérer que pour 2024, il y a un vrai coup de projecteur pour l'industrie, puisque l'industrie bénéficie de la création de 6 nouvelles fiches standardisées. Donc, ces nouvelles fiches standardisées, elles vont concerner la chaleur fatale, l'air comprimé, les installations frigorifiques, encore une fois. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on crée une fiche quand un gisement d'économie d'énergie a été identifié déjà par les principaux intéressés, qui sont les industriels dans ce cas présent, par les professionnels du secteur. Et ce gisement d'économie d'énergie est ensuite
adoubées, calculées par la T2E, l'association technique, qui s'occupe de rédiger ces fiches. Donc c'est vraiment à garder à l'œil ces nouvelles fiches et c'est vraiment une aide pour sur ses propres sites identifier ces gestions. Très bien. Et ça me semble clair. Enfin, j'espère en tout cas que ça l'est, mais je ne doute pas. On comprend que les gisements sont nombreux. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui te semblent utiles à nous faire partager de manière peut-être un peu plus large? Oui, absolument. Il me tenait à cœur de parler du programme Pacte Industrie. C'est un programme C2E, un programme qui est financé en partie par Gazelle Énergie et qui est porté par l'ADEME et la T2E. C'est un programme qui a été créé pour l'industrie, pour les industriels, et qui va venir proposer de la formation et de l'accompagnement. Sur 3 axes différents, le management de l'énergie, la stratégie, le financement. Voilà, donc si jamais, par exemple, vous êtes référent technique en énergie, vous pouvez bénéficier d'une formation qui vous aide à structurer votre démarche énergétique. Ou, par exemple, vous pouvez également bénéficier d'une prime pour vous aider à être certifié ISO 50000. Je vous invite, si ça vous intéresse ou si vous voulez approfondir ce sujet, à nous contacter ou à vous mettre en relation avec l'ADEME ou la T2E. Très bien. Et merci Manon pour toutes ces informations et je ne doute pas que ça va susciter l'intérêt de notre auditoire. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions à ce sujet sur le chat. Il y a peut-être des problèmes de connexion qui font qu'à un moment vous ne verrez pas les slides, ne vous inquiétez pas. On en verra de toute façon. À la fin, il y aura un replay qui sera disponible et puis il y aura bien les slides. Donc voilà, il y a peut-être des petits problèmes de connexion. Voilà, bon, on a fait un tour d'horizon de l'électricité, du gaz, des C2E, et tout ça a bien entendu suscité tout un tas de questions. Et du coup, je vous propose de passer maintenant aux questions qui concernent le gaz et l'électricité. Alors, je vais lire les questions. On a une première question sur le gaz qui nous demande: est-ce qu'on aura assez de gaz pour cet hiver et pour le prochain? Déjà. D'abord, merci beaucoup pour cette question. Aujourd'hui, avec les niveaux de fondamentaux qu'on a déjà présentés, nous n'avons pas de signaux inquiétants particulièrement. Donc, je le rappelle, le niveau des apports de la Norvège sont élevés et devraient rester soutenus, encore une fois, sauf cas d'imprévu. Et pour le niveau de GNL, il est confortable pour le moment, même si, encore une fois, il y a des sujets de concurrence avec le marché asiatique. Donc, il faut également se rappeler, et donc ce qui pourrait en rassurer beaucoup, c'est que la France mène aujourd'hui plusieurs travaux pour augmenter sa capacité à accueillir des méthaniers, et donc pour favoriser l'arrivée du gaz naturel liquéfié. J'ai en tête le projet du terminal méthanier flottant du Havre, qui a été connecté au réseau il y a quelques mois, en octobre, il me semble, en octobre 2023, et donc qui permet d'importer plusieurs térawattheures supplémentaires pour cet hiver gazier et donc les prochains. Donc, pour compléter ma réponse un peu sur l'impact, il faut avoir en tête que ces éléments, ils sont aujourd'hui pris en compte par le marché, mais il faut toujours garder en tête que les retards, notamment sur les stockages ou sur les livraisons, pourraient entraîner en effet des répercussions sur les prix. Et donc, il est très important de suivre les actualités du marché pour pouvoir se couvrir au mieux. Entendu. Très bien. Alors, on a une autre question qui concerne cette fois plutôt les marchés électricité. Alors, il y a des participants qui nous font remarquer que ça fait maintenant plusieurs mois que les prix du futur plus proche sont bien plus chers que les prix du futur un peu plus lointain, ce qui d'ailleurs a été beaucoup plus marqué en 2022. Et on nous demande un peu d'explications sur ça, de est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer, comment on l'explique et qu'est-ce que ça traduit pour le marché? Alors oui, donc on va parler de contango et de backwardation
le marché était généralement plutôt en backwardation, donc ça signifie que les prix forward sont inférieurs aux prix spot. Et depuis 2023, on est passé dans une situation donc dite, à chaque fois je me prends la tête dedans, on va le reprendre ensemble. Depuis 2023, les prix spot sont passés en dessous des prix du forward. Et par contre, sur le Q4 2023 et le début 2024, les prix spot ont tendance à repasser en contango, donc dans la situation qu'on connaissait avant en 2022. Et en fait, c'est cette situation-là qui traduit l'instabilité du marché et c'est ça qui nous fait dire qu'on pourrait avoir encore un marché qui est assez instable, avec des conflits qui nous pendent quand même encore pas mal au nez et surtout beaucoup de questionnements sur les politiques européennes et mondiales. La situation qu'on a connue sur 2023 de backwardation avec des prix spot qui étaient inférieurs au forward, ça traduit surtout l'intégration massive des ENR. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le Q3 et dans le Q4 avec cette grosse stabilité, sauf à la fin du Q4 où on repasse en contango pour rester en contango sur début 2024. Très bien, merci pour cette explication. Alors du coup, forcément, la logique, c'est de se dire, si les prix du futur plus lointain sont moins chers que les prix plus proches, comment on fait pour couvrir l'électricité sur les marchés? Et donc, on nous pose une question qui est assez directe, c'est que feriez-vous, vous, si vous deviez acheter l'électricité pour vous couvrir sur le marché? On n'a pas de balle magique, hein. C'est difficile de prévoir l'avenir sur le marché. C'est une question que moi je me pose tous les jours avec la gestion du portefeuille et du coup nos stratégies de couverture. Je pense que ça peut être propre à l'aversion au risque de l'acteur du marché. Moi, je suis plutôt risque adverse et j'ai tendance à adopter ce qu'on appelle la stratégie de papa. Donc, j'ai tendance à diluer le plus possible et à étaler le plus possible ma couverture et donc à sourcer sur le marché, donc à acheter de l'électricité ou vendre de l'électricité sur le marché à un horizon de temps différent pour vraiment étaler mes prises de position. Ça donnera pas le meilleur prix, mais ça donne le prix qui est le plus sûr. C'est-à-dire qu'on va essayer de capter des hausses, des baisses de prix sur l'évolution de la courbe et d'avoir en fait une certaine tendance, de capter la tendance moyenne de l'évolution des prix. Très bien. Et du coup, on a une autre question qui est un peu dans le prolongement de ça, et je pense qu'on pourra y répondre tous les deux. Mais c'est est-ce qu'on doit négocier un contrat en électricité après le 31/12/2025? Dans une logique de lissage de prise de position, dans une logique du coup d'étaler vraiment ces stratégies de couverture, pour moi, ça me paraîtrait logique d'essayer de prendre un contrat de fourniture avec une vision long terme jusqu'à 2026. 2027, c'est encore très compliqué, on a très peu de visibilité et de liquidité sur le marché, mais au moins 2026, c'est, je pense, une des meilleures idées à prendre pour pouvoir justement ensuite activer sur ce lissage et dès maintenant, en fait, commencer à couvrir une partie de sa consommation d'électricité sur 2026. Ouais, alors je vais prolonger la réponse d'Alice, et d'un point de vue commercial aussi, mais je pense que c'est évident qu'il faut pouvoir vous couvrir après 25, parce que le marché est extrêmement volatile, que de toutes les manières, quel que soit le mécanisme qui va succéder à l'arène, il y aura du marché. Il ne faut pas s'attendre à un miracle avec un prix bonifié. On l'a vu que la première ébauche de ce qui pourrait succéder à l'arène, c'est quelque chose où on sera sur le marché et qu'on ne serait couvert avec des rétrocessions que si vraiment les prix atteignaient des niveaux qui restent des niveaux exceptionnels si on regarde par rapport aux historiques de prix. Donc oui, il faut prendre des contrats. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un contrat de fourniture finale, mais prenez des blocs, faites des contrats, prenez des positions. De toutes les manières, il y aura des volumes à prendre sur les marchés. Et si jamais vous ne le faites pas et que vous attendez finalement une réforme qui peut-être pourra tarder à venir et que les marchés montent, vous vous retrouverez sans avoir couvert un mégawattheure d'électricité. Donc, c'est important de prendre un peu de position
Surtout qu'on est plutôt dans un marché qui est favorable. Et du coup, c'est vraiment, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des contrats de fourniture finale, vous pouvez au moins prendre des contrats de bloc, mais prenez des positions, sécurisez-vous. La meilleure des stratégies d'achat, c'est de diluer ces prises de position. Pour être chanceux, à prendre au plus bas, ça pourra vous arriver une fois, deux fois, mais à terme, finalement, les acheteurs avec des prix pas les plus performants, mais du moins les plus réguliers, c'est les acheteurs qui diluent leur prise de position. Voilà. Alors, voilà, on a fini, je pense, pour l'électricité. On a une autre question sur les C2E. Et on nous demande quelles seront les évolutions à prévoir d'un point de vue du prix des C2E. Alors, par définition, le marché des C2E est un marché peu liquide, très volatile. On sait qu'il est très sensible aux effets d'annonce. Il a beaucoup monté l'année dernière et en fin d'année dernière, suite à l'annonce du fait qu'il n'y aurait pas de hausse de l'obligation en P5, donc sur 2025, on a observé une petite baisse. Et il y a certainement un mouvement qui va se produire lorsque les modalités de la P6 seront également. Donc voilà, ça bouge toujours un petit peu. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'important à savoir, c'est on est à l'équilibre, donc sur les C2E qui sont délivrés, on est à peu près à l'équilibre par rapport à l'obligation, on est un tout petit peu en dessous, et on est à mi-période de réconciliation. Donc ça veut dire que une chute brutale du cours des C2E n'est pas impossible, mais quand même peu probable. Très bien. Alors, toujours d'un point de vue de la stratégie à adopter pour l'acquisition des C2E, compte tenu de la volatilité qu'on observe, le message il va être pareil que pour les prises de position, que ce soit en gaz ou en électricité. C'est que souvent, les meilleures des stratégies, ça consiste à diluer les prises de position. C'est-à-dire que c'est difficile de savoir si les C2E montent, descendent, même si, comme l'a dit Manon, les potentiels de baisse restent toutefois limités. Mais de toutes les manières, ce qui est toujours mieux de faire, c'est de prendre plein de positions dans le temps. En plus, sur les C2E, c'est particulièrement le marché des C2E, si tant est qu'on puisse parler d'un marché, c'est vraiment un marché très peu liquide, qui est fait avec plein de contreparties qui ne sont pas uniques. On n'a pas de bourse de C2E, on ne peut pas aller sur une place de marché acheter des C2E, il n'y a pas de prix de référence. Les C2E que vous achetez, parfois, ils peuvent être invalidés. Donc, il y a tout un tas de critères qualitatifs qui n'existent pas dans l'électricité ou le gaz, ou quand on achète un mégawattheure de électricité ou de gaz, il n'y a pas de risque au niveau de l'approvisionnement. En tout cas, il n'est pas supporté par le fournisseur, et en France, il n'y a pas de risque d'approvisionnement. Mais sur les C2E, il y a toujours une complexité. Donc, c'est important, à notre sens, de diluer vos prises de position, de se doter de contrats qui vous permettent de peut-être de ne pas tout prendre à la signature. C'est d'autant plus important que le prix des C2E, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, même depuis 3-4 ans, ça a beaucoup évolué. Et puis, en plus, auparavant, les C2E, c'était quelque chose qui était extrêmement marginal dans la facture d'électricité. Il y a encore moins de 10 ans, c'était quelque chose de vraiment négligeable. On était sur un prix d'électricité ou de gaz de 50 € du mégawattheure, on était à moins d'1 €. Actuellement, les C2E, ça représente quasiment un dixième de la facture. Les obligations ont fortement monté. Donc, c'est quelque chose dont il faut se doter d'une stratégie d'acquisition des C2E. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend forcément à la signature, sauf si les volumes sont extrêmement restreints. Mais dès lors qu'on est en train de parler de gros volumes, c'est important d'avoir une vraie stratégie d'acquisition des C2E et de ne pas peut-être adopter la même stratégie qu'on pouvait adopter à l'époque, qui était de tout prendre à la signature. Voilà, ben merci Manon. Alors, est-ce que je regarde s'il y a encore d'autres questions, parce que on est quand même bien avancé, mais il y a peut-être d'autres questions. Il y a des questions générales qui nous demandent est-ce qu'on serait en mesure de revenir à des niveaux de prix qu'on a pu connaître avant crise? Alors, c'est difficile de dire, je pense, puisque c'est une question qu'on se pose souvent. C'est un marché, on l'a vu, qui peut faire n'importe quoi. À la hausse, il a montré qu'il pouvait faire beaucoup. Enfin, on a pu avoir beaucoup d'excès à la hausse ces 2 dernières années. Donc, potentiellement, des excès à la baisse, c'est possible. Après, ça reste quand même moins probable. On est quand même sur un marché physique. Et si on tient compte du fait qu'il faut tenir compte du CO2 et de tout un tas de politiques qui consistent à consommer moins d'énergie, même si on est quand même dans une période d'accalmie parce que l'économie n'est pas extrêmement favorable,
ça paraît compliqué d'atteindre des niveaux historiquement bas. Mais c'est jamais impossible. Et en tout cas, dans tous les cas, il faut se doter d'un contrat qui vous permette, si jamais un moment de marché devient fou, de saisir cette folie et de prendre des positions. Voilà, bon, on est ensemble depuis maintenant quasiment 50 minutes. Notre webinaire touche à sa fin. Donc, on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Iman, merci à Alice, merci à Manon pour leur intervention. Le prochain webinaire marché devrait avoir lieu en avril ou mai prochain. Ça devrait être l'occasion, si le législateur nous le permet, de faire le point sur les mécanismes réglementaires prévus pour remplacer l'Arenh après 2025. Espérons bien entendu qu'on en sache plus dans certains mois, mais on sait très bien qu'il peut y avoir des décisions du dernier moment. D'ici là, je vous invite bien entendu à suivre notre page LinkedIn de Gazelle Énergie, où on partage régulièrement des actualités. Encore une fois, le webinaire sera disponible sur YouTube en replay. S'il y a quelques questions qui n'ont pas été répondues, on essaiera d'y répondre au moment où on vous enverra le lien du webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations. Et puis voilà, on vous souhaite d'ici là une très bonne après-midi. Et puis je vous dis à bientôt.